À la une de cette dernière livraison de la semaine, édition 20h du journal Sucam 24, et plus précisément la 21e édition de ce mois de juin, rendez-vous le sommet des chefs d'État sur la sécurité maritime dans le golfe de Guinée plante son décor à Yaoundé. Le palais des congrès de la capitale politique camerounaise est à se parer actuellement de ses plus beaux atouts pour accueillir les 24 et 25 juin 2013, l'événement qui regroupera les leaders des pays de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et bien entendu les membres de la commission du golfe de Guinée. Développement de Douala, on reparle du projet Sawa Beach en gestation depuis 2002. Il a été abordé de long l'âge ce 21 juin 2013 au cours de la 10e réunion de son secrétariat du comité de pilotage qui s'est tenu dans la capitale économique du pays. Il faut dire que les assises ici regroupaient les différentes parties prenantes sous la conduite du secrétaire général du ministère de l'Habitat et du Développement urbain. Merci de rester sur Camus 24. Ouvrons donc ce journal par ce symposium qui se tient depuis ce Yaoundé et depuis ce jour donc à Yaoundé. C'est en prélude au sommet des chefs d'État sur la sécurité maritime dans le golfe de Guinée. Les assises ont pour cadre la salle de conférence du ministère des Relations extérieures à Yaoundé. Et pour prendre donc part, il est question ici de planter le décor déjà de l'événement qui est attendu. Compte rendu du symposium, c'est avec Jean-Pierre Bitongo, Alexis Claude Amourou, Donald Danouzoa pour le récit. L'organisation d'un symposium international sur les défis sécuritaires dans le golfe de Guinée démontre à suffire le rôle important de cette zone riche en ressources naturelles qui s'étend sur le long du littoral atlantique et comprend des territoires en Afrique occidentale, centrale et australe. 5 discours ont ponctué la cérémonie d'ouverture présidée par le ministre Pierre Moukoko Mbonjo des Relations extérieures en présence de quelques membres du gouvernement et les défenseurs de la paix, de la sûreté et de la sécurité dans le golfe de Guinée qui est depuis des années victime des actes de violence et de piraterie. Offrir un espace et un moment de réflexion, d'échange, de concertation aux chercheurs, aux universitaires, aux responsables militaires, aux responsables des questions de sécurité maritime, afin que ceux-ci, après concertation, après échange, puissent faire des recommandations au sommet, recommandations qui pourraient être prises en compte si elles sont pertinentes. Le symposium international de ce 21 juin, qui prépare le terrain aux assises des 24 et 25 juin prochains au Palais des Congrès de Yaoundé, fait aussi état de la nécessité d'adopter une attitude commune dans la lutte contre les crimes organisés. Restons dans le cadre de ce sommet des chefs d'État sur la sécurité maritime dans le golfe de Guinée, pour parler cette fois du décor qui se plante du côté du Palais des Congrès de la ville, capitale politique du Cameroun. Il faut dire que le lieu est à se parer actuellement de ses plus beaux atours pour accueillir l'événement qui regroupera les leaders des pays de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, ceux de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et bien entendu les membres de la commission du golfe de Guinée. Le tour du chantier est fait ici par Nicole Rissimignem, Marcel Vondor et Serge Tetka pour les détails. À 72 heures du début du sommet, au Palais des Congrès, l'on constate que le site de l'événement est un véritable chantier. Des hommes et femmes sont engagés dans un grand nettoyage. D'un côté, ce sont les techniciens de l'école des travaux publics qui comblent les nids de poules des rôtis à Sédan. Les électriciens, eux, s'attellent à vérifier et à changer les ampoules au niveau des lampadaires. Les 2 portails bénéficient des coups de pinceau, sans oublier les terre-pleins qui eux aussi reçoivent une nouvelle couche de peinture. Au sommet de la colline, sapeurs-pompiers et autres jeunes prêtent main forte pour un lavage à grande eau de la cour et autres coins et recoins du Palais des Congrès. Les jardiniers, eux, s'occupent de l'embellissement. Ailleurs, c'est le nettoyage des murs d'enceinte et autres menus travaux. Au niveau du rôle, Christophe Nienzok, le patron des lieux, donne des directives précises afin que rien ne soit fait avec négligence. La mise en place des moquettes et des rideaux dans la salle des pas perdus, dans la salle inaugurale et dans la salle des ambassadeurs occupe toutes ces personnes recrutées pour la circonstance. Nous avons reçu un cahier de charge, faire en sorte que le Cameroun puisse être à la hauteur de l'événement qu'il abrite, que le rayonnement international de notre pays, de notre président, le prestige dont jouit le président Paul Biya à l'international se reflète par la qualité des installations du Palais des Congrès. Et je crois qu'au niveau des préparatifs, nous pouvons dire que nous sommes en train de tendre vers l'objectif. Pour ces responsables, la présidence de la République du Cameroun a donné un cahier de charges bien précis. Les travaux sont pratiquement terminés
Et tout est fin prêt pour recevoir les illustres invités qui sont attendus dans la capitale politique du Cameroun dès lundi prochain. Allons du côté du Premier ministère pour parler du Conseil national de la route sous la houlette du Premier ministre Philémon Yan. Il a donc présidé les travaux à l'immeuble Étoile et ces travaux étaient donc rendus ici dans le cadre de la 14e session du Comité national de la route en abrégé CONAROUTE. C'était en présence des membres statutaires de cette instance et de certains proches collaborateurs qui sont les siens. Et bien entendu, les uns et les autres ont donc été appelés à s'approprier les projets visant à désenclaver la cité. Jean-Pierre Bitongo, Alexis Claude Amougou, de Nazan nous aura une fois de plus. Cette session était consacrée à l'évaluation du niveau d'exécution des programmes 12 des maîtres d'ouvrage et maîtres d'ouvrage délégués des projets routiers, ainsi qu'à l'examen et à la validation des programmes routiers pour le compte de l'exercice 2013. Le Conseil a marqué sa satisfaction relativement aux travaux de construction de la route à Bombang-Bonis, Fumbantibati, Ngaoundéré et du lancement de certains grands projets intégrateurs, à l'instar de la route Saint-Moulin-Mengon, la première section de la Ring Road, Ndop Kumbo, la mise en œuvre du programme spécial d'urgence concernant notamment la réhabilitation des axes Yaoundé-Bafoussam, Bamenda, Ngaoundéré-Garoua, Yaoundé-Balmayo-Sanmelima, ainsi que divers ouvrages d'art. En outre, l'évaluation fait état de plus de 2103 km de routes revêtues et 7332 km de routes en terre régulièrement entretenues. Concernant les programmes prévus en 2013, plusieurs chantiers ont été mis en relief. Il s'agit notamment de la construction du second pont sur le Vouri, du premier tronçon de l'autoroute Yaoundé-Douala, de l'entrée est de la ville de Douala, de la route Garoua-Boula-Ngaoundéré, de la route Saint-Moulin-Bikoula et Djumilton. La réalisation de l'autoroute Yaoundé-Simalène, estimée à 20 milliards de francs CFA, est également prévue pour le compte de l'exercice 2013, avec en perspective la réhabilitation de plusieurs routes bitumées étalées sur l'ensemble du triangle national. Parlons cette fois de l'Organisation africaine de la normalisation qui reloque son bureau. De nouveaux membres ont été élus au cours des travaux de la 19e Assemblée générale qui court actuellement dans la capitale politique camerounaise à Yaoundé. Le Nigérian Joseph Odumodu a donc été porté au poste de président, alors que le Camerounais Charles Boto Angon a été lui élu au poste de vice-président de cette organisation. Jean-Pierre Bitongo, Alexis Claude Amougou et Apollinaire Zobenbon nous en disent plus. L'un des moments forts des assises de Yaoundé aura été l'élection du nouveau bureau et des membres du conseil de l'ARSO. Joseph Odumodu, le directeur nigérian des normes, a été élu président, tandis que le Camerounais Charles Boto Angon, par ailleurs directeur général de la Nord, en est le vice-président. Parmi les conseillers, l'on note la présence de 15 pays, parmi lesquels la République démocratique du Congo, la Libye, le Nigeria, le Cameroun et bien d'autres. Durant les 3 prochaines années, le nouveau bureau est appelé à implémenter dans les pays africains la normalisation comme ressource stratégique pour l'intégration économique dans le continent noir. Des défis à réaliser par les nouveaux dirigeants. Le Cameroun, comme bon nombre de pays africains, à travers la politique définie par les chefs d'État et de gouvernement, dispose d'un environnement des affaires en amélioration permanente, engagés vers la modernisation de leurs économies respectives, afin de rendre plus compétitifs et attirer un plus grand nombre d'investisseurs et de tirer le meilleur parti des aspects positifs de la mondialisation des économies. Parlons cette fois des marchés avec la foire transfrontalière de la CEMAC, qui est donc au centre de la promotion économique de la femme et de l'intégration sous-régionale. Cette plateforme annuelle de démonstration de l'esprit entrepreneurial féminin en matière agro-pastorale, artisanale et des petites et moyennes entreprises, qui a ouvert ses portes depuis le 10 juin dernier à Kiossi, vient d'être officiellement lancé, et c'était donc ce 21 juin 2013, par le ministre Luc Maglo Mbarga à Tangana du Commerce. La cérémonie a connu la présence des gouverneurs des provinces de Kientem, c'est en Guinée équatoriale, et Wellington, venus donc du Gabon. Les deux ont également, cet instant a été le lieu de poser la première pierre du complexe commercial de Kiossi. Le reportage, lui, des Gonzanga, Kanj Banda, Divinapi pour le récit. En plus des Camerounaises, cette plateforme d'échange et des affaires de près d'une demi-dizaine d'hectares connaît la participation des opératrices économiques venues d'une dizaine de pays d'Afrique centrale et de l'Ouest. En 2 semaines, la ville de Kiossi sera devenue la ville témoin de l'intégration sous-régionale, de la libre circulation et du libre-échange.
D'où le soutien que les pouvoirs publics accordent à cette initiative du réseau des femmes actives de la CEMAC. Les femmes nous donnent le bel exemple de l'intégration vécue au quotidien. Les pouvoirs publics également en attendent dans le cadre de la politique de lutte contre la pauvreté. Vous savez que la femme est le moteur du développement. La femme au travers du commerce. Quand on dit commerce, c'est consommation. Quand on dit commercialisation, consommation, on dit croissance. Et si on dit croissance, c'est développement. Donc c'est tout dire. Dans la centaine de stands installés ici, sont mis en relief des produits agricoles et de transformation relevant de l'agroalimentaire, du vestimentaire, du comestique, de la pharmacopée traditionnelle et de nombreux articles artisanaux à l'originalité captivante. Une marque apportée par les participantes étrangères. Contrairement à celle de l'an dernier, rien que l'ouverture ce matin, ça donne déjà l'image de ce que sera la suite de la foire. Je suis très impressionnée et très contente d'être ici. On est très bien reçus et pour la 4e édition, on se rend compte que la REFAC je ne sais pas comment expliquer ça, le REFAC commence déjà à avoir les pieds sur terre. Grâce au service qu'elle propose à ce rendez-vous du donner et du recevoir, la partition jouée par les administrations publiques, parapubliques et privées booste l'engouement de cette foire. Ce qui fait dire à sa commissaire, qui est en même temps la présidente du réseau des femmes actives de la CEMAC, que cette 4e édition qui s'achève dimanche prochain restera gravée dans les mémoires. Il y a jusqu'à trois, en tout cas 2 gouverneurs. Vous avez vu les préfets du côté du Gabon, pareillement. Et aussi, vous avez vu les pays autres que ceux de la CEMAC. Vous avez vu la RDC, vous avez vu le Bénin, vous avez vu surtout les exposants équato-guinéens, chose rare. À côté de la foire, Luc Magloire Marga Antagana a procédé à la pose de la première pierre du complexe commercial qui est aussi un produit du partenariat ONU, Femmes, Ministère du Commerce. Développement de Douala à présent, on reparle du projet Sawa Beach. En gestation depuis 2002, il a été abordé de long en large au cours de la 10e réunion du secrétariat technique du comité de pilotage qui regroupait les différentes parties prenantes au projet sous la conduite du secrétaire général du ministère de l'Habitat et du Développement urbain. C'était ce 21 juin 2013 dans la capitale économique du pays. Au cours des exposés, dans un premier temps à la communauté urbaine, suivi d'une descente sur le site, l'on a été édifié sur les grandes lignes de ce projet qui vise à faire de la capitale économique camerounaise la ville de Douala un lieu qui dispose des fonctions indispensables aux échanges internationaux sur le continent. Reportage d'Ivinapi, Benoît Dokmo. Toutes les questions qui hantaient l'esprit des participants ont trouvé réponse auprès du comité de pilotage. D'abord sur la destinée du projet et l'avenir des populations sur le site. Nous avons commencé par des études. Les études portant sur l'enquête foncière et environnementale d'abord. C'est à l'issue de cette étude foncière et environnementale qu'on va passer à l'étude de faisabilité. C'est que, pour le mener à bien, des experts ont été commis à des enquêtes portées entre autres sur la connaissance globale de l'état des lieux. C'est-à-dire les enquêtes foncières et environnementales qui consistent à donner une physionomie relativement complète de la zone, une sorte d'état des lieux qui permettrait donc de dégager les contraintes pour alimenter l'étude de faisabilité qui se fait dans la suite de ce que nous aurons fait. Conclusion, il n'est point question de passer à la phase répressive, même si la descente sur le terrain et l'observation faite obligent à quelques recommandations. Il y a des sociétés qui se sont installées le long de la voie rapide, c'est-à-dire que la pénétrante de Douala. Et ça, c'est inadmissible sur le plan de l'urbanisme. Parce que même s'il n'y avait pas un projet dans cette zone, on ne devrait pas permettre que des camions s'engouffrent dans cette zone comme ça. Le site du projet épouse une superficie de 1000 hectares et en attendant la cartographie et l'étude de faisabilité, appel a été lancé à la communauté urbaine de Douala d'arrêter l'établissement et la délivrance du permis de bâtir au MINCAF et stopper les titres de propriété et au PAD l'arrêt des transactions et autres activités sur le site proposé par l'État. Le comité local, qui devrait regrouper toute l'administration avec la communauté urbaine de Douala, comme rapporteur, a du pain sur la planche. Il y a d'autres
Le préfet du département du Vouri veut pour sa part assainir le milieu des sociétés de gardiennage. À Douala, Nasseri Paul Beya a rencontré ce 21 juin 2013 et quelques patrons de ces sociétés. Et il a été question au cours de cette rencontre de recenser toutes celles qui exercent dans son territoire de commandement. On en compte environ 180, dont 9 seulement sont agréés et 32 en attente d'agrément. Le reste exerce dans la clandestinité. Ainsi, tout en félicitant le travail de toutes ces sociétés, le préfet du département du Vouri s'est dit déterminé à séparer la mauvaise graine de la bonne. Parlons à présent de la deuxième édition des Journées Portes Ouvertes avec l'événement qui s'est achevé ce 21 juin 2013 à l'hôpital du district de Lobaba par le lancement du projet César. Il y avait donc ici le parrain de l'événement, le sous-préfet de l'arrondissement de Douala, la 3e, Djoya Zakariaou, un projet calqué de valeurs et qui œuvre donc dans le sens de satisfaire les patients de par leur créativité, l'encadrement du personnel. Et l'encadrement du personnel, on y arrive entre autres. La cérémonie a connu la présence des autorités administratives traditionnelles, du personnel médical et plusieurs autres invités spéciaux. La cérémonie a également abouti à la mise sur pied de l'installation du bureau exécutif et du comité de qualité et la lettre d'engagement dans la démarche de celle-ci. Josué Ngongan, Bintou Akoum. Après 2 années de gestation, le projet César est officiellement lancé ce 21 juin par le sous-préfet de l'arrondissement de Douala 3e, Djoya Zakariaou, le parrain de l'événement, lequel projet œuvre pour le changement en vue de satisfaire les patients. En lançant solennellement le projet, le sous-préfet a remercié le personnel de l'hôpital de district de Logbaba qui fait la fierté de l'arrondissement de Douala 3e et a dit l'intérêt du projet. Nous sommes d'autant plus satisfaits de la vision impulsée dans cet hôpital par le docteur Soufo, qui a amené les professionnels de santé de cet hôpital à cultiver en elle cette culture de service tant recherchée dans nos services publics. Nous souhaitons tout simplement bon vent à cette belle initiative et que cette vision fasse un effet de contagion dans d'autres centres de formation. En réplique, le directeur de l'hôpital de district de Logbaba a remercié l'autorité administrative pour son action de motivation. Pour le docteur Sauf Charles, les patients ont bénéficié des consultations et dépistages gratuits, en plus de la conférence et débat qui ont meublé les journées portes ouvertes. Pour le cas des dépistages, 1129 personnes se sont fait dépister l'hépatite virale B, 1117 pour l'infection à VIH/SIDA, 901 personnes pour l'hypertension artérielle et 600 personnes pour le taux de glycémie en ce qui concerne le dépistage du diabète. Et le directeur de l'hôpital de district de Logbaba relève le bien fondé de cette deuxième édition. Pour le patient, c'est de changer le regard que ce dernier avait à l'adresse de l'hôpital public qui était l'hôpital des districts de Logbaba. C'est, n'est-ce pas, de leur redonner confiance. La cérémonie officielle du lancement du projet César qui a drainé les autorités administratives, les autorités traditionnelles et forces du maintien de l'ordre a connu dans l'une de ses articulations la remise du prix de l'excellence à 10 récipiendaires du personnel médical dont certains expriment leur joie. Les sentiments sont de fierté, d'encouragement, de mon travail reconnu. C'est la joie qui me tue. Oui, je suis très content. L'encouragement qu'on m'a encouragé, ce qu'il fait, comme il travaille dans le pays ici de Logbaba. La deuxième édition des journées portes ouvertes de l'hôpital de district de Logbaba referme ainsi ses portes après l'installation du bureau du comité de qualité, la présentation de la lettre d'engagement dans la démarche qualité, des moments de l'événement qui restent cachetés par une journée ensoleillée et baignée par des groupes de danse du terroir. On reparle donc de la 13e journée mondiale de la personne réfugiée à l'Est. Plus de 70 000 réfugiés sont accueillis dans cette région du Cameroun depuis le début de la crise centrafricaine. Ce chiffre a été divulgué au cours des festivités marquant la célébration de cet événement dans la localité de Ndokayo, c'est près de Garoboulaye, dans le département du Lomé-Direm, région de l'Est du Cameroun à Bertois. C'était sous la houlette de Jean-Pierre Adaba. Il est le représentant de la sous-délégation
du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés à l'Est et de Menja Silas. Lui, il est le représentant du sous-préfet de l'arrondissement de Bétaré Oya. Retour sur les temps forts de cette célébration, c'est avec Ernest Ateba, Roméo Tignan, Serge Tetka pour le récit. Une famille déchirée par la guerre, c'est un peu trop. Voilà le thème des festivités de cette célébration. Tout d'abord, la séquence de discours où le représentant du sous-préfet et celui de la sous-délégation du HCR à l'Est se sont succédés au pupitre pour vanter non seulement les mérites du Cameroun, qui est un havre de paix, mais aussi et surtout encourager et consoler les réfugiés centrafricains qui traversent une période difficile. C'est difficile. Vraiment, on a eu gravement choc en Centrafrique. Mais à la temps qu'on est arrivé à Cameroun, les Camerounais, ils ont accueilli nous bien. On est bien en Andongé, en village de Cameroun, en Andongé. Vraiment, les HR accueillent nous, les Croix-Rouges accueillent nous. Mais vraiment, on a perdu beaucoup de choses. Exemple, moi, j'ai perdu ma mère et ma petite sœur. Ces derniers ne vont pas oublier de rendre grâce à Dieu, tout en exprimant leur profonde gratitude aux autorités camerounaises ainsi qu'aux organismes des Nations Unies qui les assistent au quotidien. Je tiens à remercier la Croix-Rouge, je tiens à remercier aussi le HCR, je tiens à remercier aussi le gouvernement camerounais et la communauté camerounaise qui nous a bien accueillis. Et de deux encore, la manière dont nous sommes arrivés avec tous mes frères réfugiés au Cameroun, il y a là déjà 2 mois forts, ça fera 3 mois bientôt. C'est pas facile, c'est un miracle de Dieu. Des réfugiés dont la prise en charge par les 10 organismes se heurte à d'énormes difficultés, notamment l'étendue et l'enclavement de la région de l'Est, l'aide alimentaire, la nature des réfugiés qui viennent de partout et la sensibilisation pour le respect des lois et règlements du Cameroun foulés aux pieds par certains. Notre difficulté, c'est d'abord le vaste territoire où nous devons intervenir. Vous voyez, lorsque les gens sortent, entrent peut-être du côté très loin vers la Damawa, il faut que nous nous déployions. Ça constitue l'une des difficultés. L'autre difficulté consiste en la collaboration que les autorités administratives doivent avoir avec le HCR. Mais je salue ici l'action du gouvernement qui facilite ces choses-là. Au terme de la dite cérémonie, des fournitures scolaires ont été remises aux élèves réfugiés ainsi que des enveloppes et des tricycles aux handicapés pour les soutenir tant sur le volet éducatif que sur le volet socio-économique. À l'étranger, au Brésil, les autorités sont donc au dos au mur au lendemain des manifestations historiques qu'a connues le pays. Et puis en Israël, c'est un garde de sécurité juif, une garde de sécurité qui tue un juif et qu'il prenait pour un activiste palestinien au mur de lamentation. L'AFP résume l'actualité internationale. Le temps presse pour les autorités brésiliennes. Le gouvernement est sommé de répondre à la fronde sociale qui a poussé plus d'1 million de manifestants dans les rues jeudi. Au cœur de la contestation, les énormes dépenses engagées pour l'organisation du Mondial 2014 de football. Face à l'ampleur du mouvement, la présidente Dilma Rousseff doit tenir une réunion de crise ce vendredi avec ses principaux ministres. Bavure au mur des lamentations, un garde de sécurité israélien a tué un homme qu'il a pris pour un activiste palestinien. Selon la police, la victime, un Israélien, aurait crié « Dieu est le plus grand » en arabe avant d'être abattu. Une de ses connaissances a indiqué à la radio qu'il travaillait comme bénévole dans une soupe populaire. Selon la même source, ses parents habiteraient en France. Fin du suspense au PSG, Laurent Blanc est le nouvel entraîneur de l'équipe parisienne en remplacement de l'italien Carlo Ancelotti. C'est beIN Sport qui l'annonce, une chaîne qui appartient au même propriétaire qatari que le club parisien. Ces dernières années, l'ancien champion du monde a entraîné Bordeaux et l'équipe de France. Gérard Depardieu devra patienter avant de remonter sur son scooter. L'acteur a été condamné à 4 000 € d'amende et 6 mois de suspension de permis pour conduite en état d'ivresse. La star du cinéma français avait été contrôlée fin 2012 avec une alcoolémie d'1,8 g par litre de sang. Des concerts pour tous les goûts, amateurs et professionnels au diapason, les mélomanes de France ont l'embarras du choix ce vendredi pour la 32e fête de la musique. Cette année, les voix sont à l'honneur, Jacques Higelin à Firminy, Benabar à Noisy-le-Grand, Michel Fugain à Perpignan et des milliers d'amateurs au coin de vos rues. Fin de ce journal, l'information est en continu sur CAMS 24 et au nom de toute l'équipe de la technique ainsi que de la réalisation, nous vous souhaitons de passer un bon week-end en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. Bonsoir.